Salut les P1, moi c'est Gabrielle et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo d'anatomie sur vos deux premiers cours concernant l'appareil digestif. Les coupes en TH2, 4 et 8 que vous avez vues en cours, en fait ce sont des schémas de coupe transversale réalisés comme un scanner. C'est-à-dire qu'en fait on se place comme si on regardait la coupe par en dessous, comme le petit œil rouge que je vous ai dessiné. Et donc ici vous avez une vraie image de scanner et on retrouve l'orientation de vos schémas, donc c'est-à-dire comme si on se plaçait en dessous de la personne. Et donc vous aurez la gauche sur la droite de votre feuille et l'avant qui sera sur le haut de votre feuille. Ce qui peut être pas mal avant d'apprendre ces différentes coupes, c'est d'avoir une vue globale un peu comme sur ce schéma pour pouvoir comprendre la disposition des différents éléments les uns par rapport aux autres. Alors si on prend la coupe en TH2 par exemple, donc là j'ai replacé les différents éléments. Petite particularité au niveau de l'ostéologie ici, bien qu'on ait une coupe au niveau de la deuxième vertèbre thoracique, l'articulation ici elle se fait avec la clavicule et non pas avec une côte. Les côtes elles sont inclinées vers l'avant et donc forcément sur une coupe transversale on ne peut pas avoir la deuxième vertèbre thoracique et les côtes correspondantes. Concernant les éléments vasculaires, à droite on a fait passer la coupe avant la réunion de la veine subclavière droite et de la veine jugulaire interne droite, alors qu'à gauche on l'a fait passer par le confluent jugulo-subclavier. C'est bien ce qu'on retrouve ici avec la veine jugulaire à ce niveau et la veine subclavière droite plus à l'extérieur. L'artère subclavière elle va également, notamment ici l'artère subclavière gauche, être plus latérale que l'artère carotide commune. À gauche, on a représenté le confluent jugulo-subclavier qui est issu de la réunion de la veine jugulaire interne gauche et de l'artère subclavière gauche plus à l'extérieur. Au niveau artériel, à droite, on se trouve là où il y a le tronc artériel brachiocéphalique, un petit peu avant sa division en artère carotide commune droite et en artère subclavière droite. Sur ce schéma, on peut voir à ce niveau que le nerf vague droit va abandonner un nerf laryngé inférieur sous l'artère subclavière. Ce nerf laryngé inférieur, il va avoir ici un trajet assez oblique pour remonter jusqu'au larynx, puisqu'il est abandonné en fait assez tôt par le 10, alors que si on prend le nerf laryngé inférieur gauche, qui est abandonné beaucoup plus bas par le nerf vague gauche, eh bien il va avoir un trajet beaucoup plus droit dans sa remontée vers le larynx. Le nerf vague droit, il passe devant l'artère subclavière et le nerf laryngé inférieur, il va faire une sorte de anse sous l'artère subclavière droite d'avant en arrière. C'est pour ça que sur ce schéma, vous vous retrouvez avec le 10 en avant du tronc artériel brachiocéphalique et derrière, on retrouve le nerf laryngé inférieur. Pour le nerf phrénique, alors à droite comme à gauche cette année, le prof vous l'a fait passer devant les éléments veineux. Nous l'année dernière, on les avait placés derrière les éléments veineux. Mais du coup, apprenez ce que vous avez eu cette année, donc le nerf phrénique qui passe en avant des éléments veineux. Si on prend maintenant la coupe en TH4, alors la coupe en TH4, c'est la coupe des crosses. On va avoir la crosse de l'aorte et je vous ai représenté ici le sens de circulation du sang. Alors pourquoi c'est dans ce sens-là ? En fait, à la suite du cœur, on va voir la portion d'aorte ascendante et elle va rejoindre du coup cette partie-là de la crosse. On a le sang qui va circuler dans notre crosse et ensuite redescendre avec la portion d'aorte descendante qui fait suite à cette crosse. Et cette aorte descendante, elle va venir se loger sur le flanc gauche du rachis. On a également la crosse de la veine azygos qui est le seul affluent de la veine cave crâniale. La veine azygos, elle longe le flanc droit du rachis et elle vient rejoindre la veine cave crâniale dans sa partie postérieure. Donc c'est pour ça qu'on a cette forme un petit peu bizarre dans le schéma précédent. Dans la coupe en TH4, on va également avoir le nerf vague gauche qui va abandonner le nerf laryngé inférieur sous la crosse de l'aorte. Alors plus précisément, ça va être sous le ligament artériel que j'ai pas représenté ici, qui unit l'artère pulmonaire gauche et la portion descendante de la crosse de l'aorte. Ce nerf laryngé inférieur gauche, il va passer sous la crosse de l'aorte d'avant en arrière pour remonter le long de l'angle trachéo-œsophagien jusqu'au larynx. Sur une coupe en TH4, on ne verra pas le nerf laryngé inférieur droit, puisqu'il a été abandonné par le 10 droit sous l'artère subclavière droite.
La coupe en TH8, alors je vais pas trop m'étaler dessus, mais attention tout de même, sur une coupe en TH8, on ne voit plus de veine cave crâniale et on ne voit pas encore de veine cave caudale puisque celle-ci arrive en TH9. Le cœur, vous l'avez déjà vu plus en détail dans vos cours précédents d'anatomie. Par contre, petit rappel au niveau des articulations. Alors ici, que ce soit l'articulation entre le corps vertébral et la tête de la côte ou encore l'articulation entre le processus transverse et le col de la côte, ce sont des arthrodies, les deux. Alors le péritoine, c'est une membrane séreuse qui va venir en fait envelopper les viscères et recouvrir les parois de l'abdomen et du pelvis. Et donc ce péritoine, il va créer une cavité virtuelle qu'on appelle la cavité péritonéale, qui est représentée ici en rose. Pour comprendre le péritoine, je sais que le professeur Hamel vous a donné l'image d'un sac qui viendrait se poser sur les différents organes pour les recouvrir. Donc c'est ce que j'ai essayé de représenter sur ce schéma. Donc il faut imaginer que cette membrane, elle vient se déposer et petit à petit recouvrir et emballer l'organe pour aboutir au final à quelque chose comme ça. Et on voit qu'il reste un petit espace ici au milieu tout le long qu'on va appeler un méso et c'est à cet endroit que va venir la vascularisation. Pour ce péritoine, du coup, on va trouver un feuillet pariétal, donc c'est celui qui est le long de la paroi de l'abdomen ou du pelvis, donc c'est ce qu'on trouve ici, péritoine pariétal. Et il y a le péritoine viscéral, donc celui qui emballe les organes. Enfin, c'est le même, en fait, il est en continuité, mais c'est juste en fonction de la localisation. Et donc pour les organes, on va pouvoir parler d'organes péritonisés. Donc ça, c'est les organes qui vont être emballés dans le péritoine. On retrouve par exemple l'estomac, le côlon, la rate. On le voit très bien ici avec l'estomac. Et on peut même trouver le méso où arrive la vascularisation. On va avoir d'autres organes comme les reins qu'on va appeler rétro-péritonéaux. Ils ne sont pas emballés mais ils se retrouvent derrière le péritoine. On le voit très bien ici sur le rein avec le feuillet de péritoine qui passe devant l'organe. Une autre notion que vous avez vue en cours, c'est celle de ligament. Et donc en fait ça c'est un accolement de péritoine entre deux organes différents. On en retrouve un ici par exemple qui est le ligament gastrosplénique, donc entre l'estomac et la rate. Donc je vous ai parlé d'organes péritonisés ou encore rétro-péritonéaux, mais on peut aussi trouver des organes sous-péritonéaux, c'est le cas de la vessie notamment, et aussi des 2/3 inférieurs du rectum, donc on voit bien que dans les deux cas, ils sont sous le feuillet de péritoine. Parmi les différents ligaments composés par le péritoine, vous avez vu le ligament gastro-hépatique qu'on appelle également le petit omentum. Ce petit omentum, il est divisé en 3 portions. On va d'abord avoir une pars condensa, c'est la portion située la plus à gauche, donc la plus proche de la petite courbure de l'estomac. C'est à ce niveau qu'arrivent les vaisseaux et les nerfs de l'estomac. Ensuite, au milieu, on va avoir la pars flaccida, donc qui est centrale, et elle est composée de la superposition des feuillets antérieurs et postérieurs du péritoine. On n'a pas d'interposition particulière entre ces deux feuillets. Et plus à droite, on va voir la pars vasculosa, c'est la zone où passe le pédicule hépatique, donc avec la veine porte, l'artère hépatique et le canal cholédoque. Le petit orifice que vous voyez où on peut voir apparaître les vaisseaux, c'est à ce niveau qu'on peut rentrer dans la bourse omentale. Donc par le bord droit du petit omentum, on accède au hiatus de Winslow. Alors sur ce schéma, on voit bien le hiatus de Winslow et la bourse omentale. Maintenant, concernant le grand omentum, vous avez vu qu'il était composé non pas de 2 mais de 4 feuillets, puisqu'en fait il s'agit d'un approfondissement de la bourse omentale, c'est bien ce qu'on voit ici. Les 4 feuillets du grand omentum, on les voit assez bien sur ce schéma, donc je vous les repasse pour que ce soit plus clair. Par contre, la bourse omentale, même si elle s'approfondit, elle ne va pas jusqu'au bout du grand omentum. Et donc, dans cette zone que je suis en train de colorer, on n'a pas de vaisseau et on va avoir un accolement entre les deux feuillets.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de cavité, c'est pas un sac qui est là et qui attend d'être rempli. Ce grand omentum, c'est ce qu'on voit ici en bas en jaune et avec des vaisseaux qui descend et qui vient recouvrir le côlon transverse et une partie de l'intestin. Alors quand tout à l'heure je vous ai dit qu'il n'y avait pas de vaisseau dans le grand omentum, attention, c'est bien dans la partie où il y a l'accollement entre deux feuillets seulement, pas au niveau des autres feuillets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous souhaite un bon courage pour la suite.